Les Français sont à nouveau mobilisés, résignés mais confiants. Ils ne doutent pas de la victoire. La ligne Maginot, qui protège le pays sur plus de 700 km, est réputée infranchissable. Et les soldats disposent d'une potion magique qui a déjà fait ses preuves en 14, le pinard. Mais rien ne va se passer comme prévu. L'offensive soudaine lancée par le Reich le 10 mai 1940 fracasse les illusions de la France. En moins de 6 semaines, le pays s'effondre et capitule. Après l'armistice du 22 juin, le pays est coupé en deux par la ligne de démarcation. Son tracé biscornu veille à inclure en zone occupée les vignobles de prestige. Les nazis considèrent les alcools et les vins français comme une prise de guerre. Et les grands crus du Médoc sont parmi les plus convoités. Les troupes allemandes sont arrivées dans la région et ont occupé toutes les propriétés qui n'étaient pas habitées, ou celles qui avaient été mises sous séquestre, par exemple des propriétés qui appartenaient à des familles juives, puis d'autres ont été occupées par des troupes qui en avaient fait leur quartier, quoi. À Pauillac, les barons de Rothschild sont ainsi expropriés de leur domaine, les réputés Mouton Rothschild et Château Laffitte. La famille de May et Liane de Langsin est quant à elle délogée sans préavis de son château Pichon-Longueville. Les officiers allemands qui sont arrivés avec un ordre de réquisition, et puis toute la troupe est arrivée, 200 Allemands. Les camions ont déversé tout le monde, ils sont répandus dans le château. Ils ont demandé de la paille pour mettre par terre pour coucher la troupe. Et puis voilà. Dès juillet 1940, le siphonnage méthodique de la production vinicole française se met en place. Elle est supervisée par de hauts fonctionnaires nommés par le Reich. Ils sont négociants en vin dans le civil et connaissent très bien le milieu viticole français. Celui qui est envoyé à Bordeaux s'appelle Heinz Böhmers. Monsieur Böhmers est arrivé dans le bureau de mon père à Bordeaux. Bonjour Édouard. Voilà, je viens d'être nommé Weinführer et c'est moi qui suis chargé de contrôler le négoce du vin en Bordelais. Ne vous inquiétez pas, aucun vin ne sera volé, les caves seront respectées, forcément, puisqu'ils pensaient gagner la guerre. Tout ce qu'ils respectaient, c'est pour l'avoir plus tard. Il fallait pas se faire trop d'illusions. Conscients du capital inestimable que représente le vin français, les Allemands ont tout intérêt à préserver l'économie viticole. Le Weinführer de Bordeaux achète en grande quantité les stocks de vin fin destinés à l'élite du régime. Après des années de disette, les affaires reprennent. L'occupant est désormais le seul acheteur. Nombre de négociants et de vignerons vont collaborer et s'enrichir sans scrupule. Un opportunisme d'autant plus cynique que c'est la France qui paye. En tant que nation vaincue, elle doit en effet assurer l'entretien des troupes d'occupation à hauteur de 400 millions de francs par jour. Une manne grâce à laquelle le Reich peut s'offrir les grands crus de Bordeaux à peu de frais. Et la France possède bien d'autres richesses qui excitent sa convoitise.
Un trésor de 140 millions de bouteilles dort dans les crayères de Champagne. Et les Allemands ne comptent pas en laisser une seule goutte. Le Weinführer qui supervise cette razzia est Otto Klebisch. Otto Klebisch doit s'assurer que toutes les maisons, tous les vignerons participent à l'effort de guerre. C'est une taxe imposée et ils imposent des conditions à la fois tarifaires et de fonctionnement drastiques aux maisons de champagne. Au total, 90 millions de bouteilles vont être achetées à bas prix pendant l'occupation. Mais si les nazis raffolent des bulles, ce n'est pas que pour festoyer. Dès 1941, le champagne est envoyé massivement sur tous les fronts. Dans les archives des maisons de champagne, on a pu retrouver certaines commandes qui étaient passées 3 semaines avant que Rommel ne lance des attaques en Afrique, demandant spécifiquement un certain nombre de bouteilles avec des bouchons résistants notamment aux pays chauds. Comme le pinard pour les poilus de 14, le champagne est considéré par l'armée du Reich comme un stimulant essentiel. Dans l'un de ses rapports, Otto Klebisch écrit « La soif peut décider de l'issue d'une bataille. Les sociétés françaises ne fournissent pas du tout à contre-cœur. Comme dans le Bordelais, ici, presque toutes les maisons jouent le jeu. Faut-il pour autant incriminer toute une profession ? La pression exercée par l'occupant est écrasante autant que la crainte qu'il inspire. Pour quelques profiteurs de guerre qui déshonorent leur corporation, combien de vignerons ont eu à choisir entre la compromission et la misère ? Mais l'intense activité du négoce viticole tranche douloureusement à l'époque avec ce qu'endure le reste de la population. Affamés par le rationnement, les Français doivent se débrouiller, se ravitailler dans les fermes, pratiquer le troc.